Bienvenue à Writing Applications at Scale. L'idée en fait c'est de vous donner des bonnes pratiques de développement en prenant un petit peu les 12 factors pour voir un petit peu différentes problématiques que j'ai rencontrées chez des clients et comment il faudrait faire pour que ça se passe mieux. Je me présente rapidement, donc j'ai quelques dadas, donc je travaille à Zenica, je m'occupe aussi du GDG Nantes qui organise le DevFest. À Nantes, je suis pas mal aussi sur la cloud platform de Google, je suis pas mal Docker, Pivotal Cloud Foundry, ce genre de choses, donc voilà, j'aime bien en fait tout ce qui est environnement cloud où en gros je m'occupe pas de l'infra, je déploie et je veux que ça marche. Donc l'idée là vraiment des 12 factors, c'est de voir un petit peu comment on peut avoir des choses qui se déploient simplement dans le cloud, mais by design, vraiment que ça soit par défaut. Donc l'idée en fait c'est que les 12 factors, c'est une liste, une checklist, on va revenir dessus juste après, qui a été créée par un des cofondeurs d'Heroku, Adam Higgins, qui était au départ des bonnes pratiques pour pouvoir déployer sur Heroku, mais on va dire aujourd'hui qui est valable pour toute la nouvelle mouvance, que ce soit les containers, on a parlé de serverless, etc. Donc toutes ces notions-là sont intéressantes et bonnes à prendre. Donc les 12 factors, qu'est-ce que c'est? L'idée c'est d'avoir un certain nombre de points clés, de checklist, pour en fait avoir quelque chose qui marche bien sur un système qui est éphémère. Okay, on l'a vu avec la conf juste d'avant, l'idée avec l'infra as code, automatisation, on a des systèmes d'information qui sont capables de se reconstruire from scratch, et donc l'idée c'est de pouvoir en fait remettre nos applications très rapidement là-dessus. Donc il y a un certain nombre de bonnes pratiques, des guidelines par rapport à tout ça. Donc l'idée en fait c'est de à chaque fois essayer de trouver un exemple client, une mise en situation, et d'expliquer un petit peu derrière par rapport à ça. Alors le premier élément, c'est la notion de code base. Donc l'idée, c'est de se dire, une mauvaise pratique, c'est quelqu'un qui a une partie de son code qui est déployé, qui est versionné dans un Git. Et puis il y a quand même certains fichiers de config qui sont où il y a des postes locaux. Quand en package, on rajoute un truc dans son Word, dans son zip, un petit peu à la main. Et ça, forcément, ça ne marche pas parce que si le gars est absent, on n'y arrive pas. Quelqu'un, en fait, a la valeur, sait comment déployer, mais c'est pas diffusé, ça ne marche pas. L'idée aussi, c'est de se dire que pour une même application, on ne va pas s'amuser à faire différents codes bases. On ne va pas faire par exemple un repo Git pour je sais pas, une couche service, un repo Git pour une couche présentation. Parce que si on veut faire une feature, on est obligé de créer du coup des branches dans les deux repos. Il n'y a pas de liaison, on est obligé de créer des choses, déployer peut-être dans un Artifactory ou autre temporairement pour que l'autre puisse le récupérer. Ça devient vite complexe. Okay, donc le fail par rapport à ça, l'idée c'est de se dire qu'on va tout gérer en gestion de conf. On va essayer d'avoir vraiment un code base par projet. Alors il y a toujours la question, est-ce que je mets le front-end avec le back-end? Ça c'est encore un autre discours. Mais l'idée vraiment c'est que dans le back-end, on est vraiment toutes les couches, tout ensemble, que ça soit vraiment cohérent. On retrouve ce genre de mécanisme en fait, typiquement au niveau du code base aussi, c'est tout ce qui est démarche infra as code. Donc l'idée c'est de committer tous les fichiers qui servent à déployer, à faire la CI, à faire le run, vraiment de tout avoir vraiment dans son code base, qui est lié en fait au projet. L'idée c'est que si je crée une nouvelle feature, peut-être que j'ai une nouvelle façon de déployer ou de packager, donc il faut que tout soit associé pour que quand je crée ma branche et que je fais ma PR ou autre, tout soit au même endroit. Voilà. Un autre gros fail souvent c'est les dépendances. J'avais eu le cas sur un projet au tout début de Node où en gros on committait Node module, on ne savait pas trop. Et en fait, on committait par exemple Node SAS, et du coup, il y a quelqu'un qui était sur Windows et d'autres sur Linux, et Node SAS est vraiment compilé. Et du coup, quand un qui récupère le Node module de l'autre, ça ne marche pas. Donc l'idée, c'est d'avoir en fait vraiment une notion que tout le monde connaisse, c'est avoir toutes ces dépendances qui sont listées, et chacun en fait récupère les dépendances. Donc ça paraît normal aujourd'hui. On a voilà, des yarn, des npm, dans tous les langages en fait, on peut trouver ce genre de mécanisme. Mais l'idée, c'est vraiment de gérer ça et de garder en gestion de conf uniquement la déclaration des dépenses. Donc ça, c'est une certaine vision. L'idée, c'est de l'avoir le plus possible, tout ce qu'il faut, et si possible, même avoir les dépendances packagées. Typiquement, en Java, on ne va pas télécharger du code source Java, on va plutôt avoir des dépendances directement qui sont des jars. Selon le langage, forcément, on ne peut pas forcément le faire. Mais l'idée, c'est vraiment d'être ça et de ne pas être lié en fait, à un outil spécifique, que ce ne soit pas du coup une dépendance qui est liée à Windows ou à Linux, qu'on soit assez abstrait là-dessus. Après, il y a des choses assez marrante, puisqu'en fait, par exemple, chez Facebook, chez Google, ils ont plutôt le parti pris de faire un gros code base et d'avoir toujours toutes les dépendances qui sont committées, mais vraiment les sources. Dans l'exemple, c'est voilà, ils dépendent d'un projet Apache. En fait, ils ont les sources du projet Apache dans leur projet. Comme ça, ils peuvent modifier les sources parce qu'ils en ont besoin de faire une modif. Ils ont trouvé un bug, mais ils veulent le modifier pour leur projet directement. Ils ne veulent pas attendre que ce soit dans les releases ou autres du projet Apache. Donc, ils font ça et après, ils voient pour redonner le patch ou le bug fix à Apache après. Mais du coup, ils ont vraiment toutes les dépendances au niveau de leur projet. Donc ça, c'est assez intéressant. Voilà pour les dépendances. Donc ça, on retrouve ça vraiment dans tous les langages, hein, Python, Node, Java. Donc ça, c'est le deuxième tel factor.
Le troisième, c'est la configuration, de faire attention en fait à la config, où c'est qu'on le stocke. On a eu des clients dernièrement en fait, qui s'amusaient à rebuilder une image Docker en fonction de l'environnement dans lequel ils déploient. Forcément, c'est pas bon, puisque du coup, on n'a pas la même image qui se transpose de la dev, la recette, la pré-prod, la prod. On a quelque chose qui se rebuild à chaque fois, donc c'est pas bon. On n'est pas sûr en fait qu'au moment où on va changer des variables d'environnement ou autre, on va pas faire autre chose aussi dedans. Donc globalement, c'est pas bon, c'est un fail. Donc l'idée de la configuration, c'est de se dire que la configuration doit être séparée du code de l'application. Alors l'idée derrière, c'est de se dire à chaque fois quand on fait un projet, finalement mon projet avec le code que j'ai à l'intérieur, est-ce que je peux le rendre open source comme ça? Et est-ce que finalement je peux pas parce que j'ai un lien, une base de données, un host écrit machin, la poste ou système.u machin avec une URL qu'il y a derrière? Non, là l'idée vraiment c'est de se dire bah voilà, tout ce qui est en fait configuration est indépendant du code. Donc je peux facilement mettre mon projet en open source publiquement à tout le monde. Donc l'idée aussi c'est d'essayer d'oublier un mécanisme qui est très javaïste, de mettre tout dans des properties avec des clés, plein de clés qu'on peut modifier, etc. L'idée vraiment du but de ce truc-là, c'est de pouvoir se dire qu'on peut déployer le même package un peu n'importe où et qu'en fait la configuration vient par-dessus. Donc ça, c'est des choses qu'on a avec Docker. Typiquement, on utilise plutôt les variables d'environnement, il y a une gestion des secrets aussi. La majorité des orchestrateurs aussi ont une gestion des secrets, par exemple, pour transférer des clés. Sur Pivotal Cloud Foundry, ils ont aussi des notions intéressantes, c'est-à-dire que dans les variables d'environnement, en gros, on va trouver un gros JSON avec toute sa config. Donc c'est aussi quelque chose d'intéressant, c'est qu'en fait au démarrage de l'application, on va récupérer cette variable d'environnement-là, et puis du coup on a toutes les valeurs qui sont dedans, mais c'est au runtime qu'on récupère ça au démarrage. Et il y a aussi après toute la mouvance intéressante aussi avec Netflix Archaeus au Spring Cloud Config Server, où en fait au démarrage l'application va requêter un serveur pour récupérer les properties. Moi je suis l'application B en pré-prod, je veux récupérer mes propriétés et je vais chercher ça sur un petit serveur HTTP. Et en fait, toute la config est gérée, on va dire, côté Ops, et qui est committée dans un repo Git. Okay, et voilà, en fait, l'application ne fait que aller chercher ces valeurs-là pour s'instancier. Mais ce n'est pas écrit dans l'application comment on doit se connecter, à quel serveur, etc. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant, l'aspect configuration, pour être sûr qu'on puisse facilement en fait, emmener son application et transférer ça voilà, de différents staging, ce genre de choses. La notion de backend service, là l'idée c'est de se dire par exemple aussi j'ai un programme en Python qui fait plein d'appels voilà, sur le disque, mais derrière qu'est-ce qui se passe si je veux partir sur le cloud et que je veux utiliser finalement S3? Ah mince, je suis obligé de repasser un peu sur tous mes fichiers, regarder où c'est que j'avais l'écriture ou la lecture de fichiers. Donc l'idée c'est de se dire que tout ce qui est externe à mon application, donc tout ce qui est I/O, faut essayer de concentrer ça quelque part, okay, pour via un pattern de façade ou un décorateur, ou ce que veut, mais essayer vraiment de le séparer pour que le jour où je passe sur S3, en fait, la notion de lecture et d'écriture sur le fichier, peut-être qu'en local c'est sur le disque, peut-être que sur le cloud ça va être un autre fichier qui appelle S3 ou Cloud Storage, et du coup ça me permet en fait de changer ça assez facilement et pas toucher tout mon code à tout instant. Donc l'idée vraiment là-dessus, c'est de se dire que tous les services auxquels je fais appel, c'est des choses du coup qui sont connectées, que je peux changer. Donc tous les appels à des bases de données, à du SMTP ou autre, ça doit être quelque chose que je peux facilement configurer pour que ça soit géré localement, soit utiliser un produit en SaaS ou autre qui sert d'envoyer les emails. Donc l'idée c'est de se dire, à un instant T, peut-être que dans votre entreprise aujourd'hui, vous envoyez les emails avec un serveur SMTP local, vous utilisez du OpenStreetMap, et peut-être que dans un an, vous utiliserez plutôt du Mailchimp pour envoyer les emails, du Google Maps pour les maps. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir avoir ce genre de service et que ce soit le plus soit pas possible. Donc là, l'idée, la philosophie est intéressante, c'est un peu plus compliqué souvent dans les faits, mais voilà, l'idée c'est intéressant aussi d'avoir ce genre de choses pour l'aspect testing. Du coup, vraiment avoir une notion où en fait, je change la classe en local pour faire des tests plutôt sur fichier, pas appeler un S3, et inversement, peut-être qu'en pré-prod, je vais appeler un S3 de pré-prod et ce genre de choses. L'idée aussi, c'est de se dire qu'aujourd'hui, par exemple, si je me connecte à une base MySQL en local ou qui est dans ma société, peut-être que dans un an aussi, je vais pouvoir passer à du MySQL chez Google ou sur Amazon. Et donc l'idée, c'est de pouvoir un peu changer les drivers et de pouvoir s'y connecter assez facilement. Donc ça, c'est la notion de backend service. On a la notion aussi dans les 12 factors de build, release, run, d'avoir en fait des étapes séparées. Ce qu'on va retenir surtout, c'est l'étape de build et de run.
Le fail là-dessus, c'est qu'on a par exemple des clients qui, par exemple avec Docker, on va avoir à l'intérieur de son Dockerfile, on va appeler par exemple le JDK pour compiler le Java. Et en fait, c'est ce même truc-là qu'on va envoyer en production. Donc on se retrouve avec une image Docker qui est un JDK, alors qu'en fait, on utilise juste la JRE à l'instant T pour la prod. Donc l'idée, c'est d'avoir peut-être deux fichiers différents côté Docker, un qui s'occupe de la compilation où il y a besoin d'un JDK, et un pour le run où il y a juste la JRE. Okay, l'histoire, c'est de minimiser ce genre de choses. D'ailleurs, à DockerCon, ils ont annoncé le multistage. Donc, dans le même Dockerfile, on va pouvoir préciser, bah, là, je suis en train plutôt de compiler, et là, ça sera plutôt pour du run. Donc ça, c'est des choses assez intéressantes. Donc, vraiment de séparer en fait les builds, le build vraiment du code, potentiellement avoir la notion de release. Donc, c'est un build pour un client particulier. Donc, il y a peut-être voilà, des propriétés, des petites notions de, je sais pas, de feature flipping ou des petits trucs en plus que a un client ou un logo qui change. Donc ça, c'est l'étape de release. Et puis le run vraiment qui est différent. Voilà, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'évidemment, on ne fait pas de patch en prod. Dès qu'on a notre release qui est disponible, si on a sorti notre war, on ne va pas changer en prod notre fichier classe dans le petit war à l'arrache. Bon, c'est quelque chose de classique, mais on le voit encore de temps en temps. Donc l'idée, c'est vraiment que ça soit... on ne peut pas modifier voilà, quelque chose qui est en release. L'idée, c'est que si on veut faire le changement, bah, voilà, faut refaire le cycle, régénérer une version, quelque chose de classique, mais voilà, je préfère le redire encore une fois. La notion de process, ça c'est intéressant aussi, c'est de se dire, bah, voilà, chacun en fait a un process différent. L'idée c'est de se dire, par exemple, j'ai deux instances Tomcat, et en fait ils utilisent la notion de sticky session ou autre. Donc quand j'attaque un des serveurs, bah, ça marche bien, et puis finalement en fait on démarre un autre serveur pour scaler. Et je sais pas, il y a un load balancer devant qui appelle le Tomcat, et puis finalement bah, j'ai plus de user, j'ai plus de panier, j'ai perdu des choses. L'autre idée aussi, c'est de se dire que bah, j'upload une photo sur un des serveurs. Bah, forcément, si j'ai plusieurs serveurs, la photo n'est pas présente sur l'autre serveur. Donc il faut que je regarde comment je peux récupérer l'image de l'autre, etc. Donc l'idée, c'est de se dire que globalement, la notion de process, en fait, ils vont pas forcément partager de mémoire, de file system, donc il faut trouver un autre moyen. Donc il y a différents moyens, on peut imaginer du même cache partagé ou stocker ça sur file system. Mais l'idée, c'est de se dire aussi de ne pas forcément trop s'embêter avec la notion de thread. On voit ça souvent aussi, les travers, en fait, d'essayer d'optimiser au maximum son code sur un process, donc en créant plein de threads, alors qu'au final, à terme, ça sera exécuté sûrement sur différents process. Okay. Voilà. L'idée aussi, c'est de se dire que quand on met du cache, eh ben, faut toujours considérer que son application marche même si on n'a pas du cache. C'est tout bête, mais il faut le répéter quand même. Le cache, ça sert juste à aller plus vite. À tout moment, on ne peut pas l'avoir. D'ailleurs, sur pas mal de plateformes cloud, quand on utilise des mécanismes de cache, ils vous disent « ouais, c'est très bien, on va pouvoir utiliser du cache ». Mais à tout moment, en fait, on peut supprimer votre cache parce qu'on a besoin de mémoire, parce qu'on a besoin d'autres choses. Et donc, en fait, il faut pouvoir faire ça. La notion de port binding, bah ça c'est assez simple, c'est de se dire bah, j'ai écrit dans mon appli en dur que c'était 80-80 et puis évidemment les ops ils râlent parce qu'ils veulent mettre ça sur HTTPS ou sur le port 80 ou autre. Donc c'est compliqué, comment je fais ça bah là, la réponse elle est assez simple pour ceux qui ont l'habitude de Docker, voilà, il y a cette notion là de port binding. Donc l'idée c'est vraiment de se dire que quand je déploie mon application, bah, elle démarre sur un port et automatiquement ça peut être bindé sur autre chose. L'idée, c'est que les développeurs puissent jouer un petit peu sur n'importe quoi, le port 3000, le port 8080, etc. Et qu'en prod, ça soit vraiment bien mappé, voilà, avec un beau nom de domaine, ce genre de choses. L'idée aussi, c'est de se dire que c'est pas à l'application de tourner dans un conteneur. Donc là, la philosophie, c'est de se dire, par exemple, côté Java, essayer d'éviter d'avoir un war qui tourne dans un Tomcat, mais plutôt d'essayer d'avoir des applis qui tournent toutes seules. Donc c'est vrai que dans beaucoup de langages, en Node, en Python ou autre, bah, on peut directement démarrer l'appli toute seule. En Java, c'est un peu moins vrai. Souvent, il y a besoin d'un Tomcat. Maintenant, on a des choses comme Spring Boot ou autre qui permettent de démarrer un programme facilement. L'idée, c'est vraiment que côté Ops, quand ils aient le programme, le livrable final, en fait, juste avec une ligne de commande, ça démarre tout, sans forcément devoir le mettre à un endroit spécifique, ce genre de choses. Ce qui est intéressant de voir là-dessus aussi au niveau du port binding, c'est toujours quand on est dans un environnement cloud, toujours faire attention aux IP fixes. Parce qu'on n'en a pas forcément, enfin, sauf si on fait une configuration particulière, mais typiquement sur Amazon ou sur Google ou autre, bah, c'est que des VM ou des conteneurs qui changent d'IP tout le temps, donc il faut faire attention à ça. Et puis, un petit point aussi que je voulais faire, c'est la notion d'égress versus ingress network. Souvent, en fait, dans les clouds, ça sera moins cher d'appeler des services du même cloud provider, puisque c'est dans leur réseau interne. Si on passe par leur firewall, souvent, ils vont vous faire payer des suppléments. Okay, donc, c'est la notion de egress. Et évidemment, toujours faire attention que quand on utilise des serveurs aux US, il y a toujours une latence de 120 millisecondes. Donc c'est toujours important de le dire.
La notion de concurrence, bah là, on l'a plus ou moins vu, mais l'idée, c'est de se dire que si un client qui optimise son code avec plein de threads, il a fait des optimes, voilà, avec tout ce qui est dans Java Util concurrente, il s'est bien amusé et tout, il a quelque chose qui marche bien. Puis en fait, au bout d'un moment, il scale tellement que bah, il n'arrive pas, il n'y a plus de CPU sur la machine, il n'y a plus de mémoire. Donc il a beau gérer ça correctement, il va être obligé de démarrer ça sur d'autres process, sur d'autres machines. Donc est-ce que finalement, ça a bien servi d'optimiser tout pour en fait une machine avec plein de threads dans tous les sens? Bah, peut-être pas. L'idée, c'est de se dire voilà, que les process, c'est vraiment des first class citizens. L'idée, c'est vraiment de séparer aussi les process qui sont plutôt des process one-shot, des process qui sont plutôt en background. Donc on va essayer vraiment de séparer un petit peu les différents process, donc tout ce qui est web processing ou queue. Et l'idée derrière, c'est de se dire évidemment que bah, le scaling vertical a ses limites, et du coup, bon, tout le monde connaît ça, en gros, on va plutôt faire du scaling horizontal. Ce qui est rigolo, par exemple, c'est que Stack Overflow, eux, arrivent à atteindre des millions de requêtes en gérant en fait 3-4 serveurs au maximum, donc c'est intéressant de voir. Et puis il y a toujours le dicton qui est intéressant aussi sur cet aspect-là, de se dire bah voilà, on a plein de puissance de calcul puisqu'on peut créer autant de machines ou de conteneurs dans un scaling horizontal, mais que globalement en fait le dicton c'est si une instance de votre programme ne marche pas déjà sur votre PC, sur votre Mac ou autre, bah, ça sert à rien d'essayer de partir sur le cloud parce que ça va être plutôt des machines qui ne seront pas forcément très puissantes. Et en termes de pricing, ce ne sera pas très intéressant pour vous d'avoir des machines qui sont hyper puissantes pour faire tourner votre programme. Donc, il vaut mieux avoir plein de petits programmes qu'un gros programme. Ça rejoint un petit peu la notion aussi de microservices. On va diviser pour scaler. Donc, la notion, par exemple, de web processing et de worker, bah, ça ne va pas être forcément le même projet. On peut imaginer que ce soit des projets différents. Hop. Donc là, une autre notion intéressante aussi, c'est le fast startup et le graceful shutdown. L'idée, c'est de se dire que nos programmes doivent démarrer rapidement et s'éteindre proprement. Il y a deux exemples par rapport à ça. Le premier exemple, c'est on imagine qu'on est voilà, avec un programme qui lit en base de données, et puis à tout moment, bah, ça peut être coupé parce que notre orchestrateur du conteneur décide que voilà, il doit être alloué ailleurs le conteneur, ce genre de choses. Et donc, on peut imaginer que notre programme laisse un lock en base de données. Évidemment, il y a d'autres programmes qui repopent, ils essayent de se connecter, puis ils disent « Ah ben non, j'ai pas accès à tel endroit parce qu'il y a un lock ». Donc là, ça veut dire qu'on n'est pas dans un graceful shutdown, notre application ne s'est pas terminée correctement, elle n'a pas cleané tout ce qu'il faut. Donc en fait, ça a des incidents, pas sur lui-même, parce que de toute façon, elle va mourir, mais sur les autres qui arrivent derrière. L'idée du fast startup aussi, c'est assez intéressant. C'est souvent un mécanisme qu'on a, c'est en fonction de la demande, les orchestrateurs ou App Engine ou tout ce genre de mécanismes vont créer des instances. Okay, donc en fonction voilà, d'une heuristique qui dit il y a beaucoup de trafic, beaucoup de CPU, beaucoup de mémoire, ah tiens, j'ai besoin de créer une nouvelle instance. Donc je crée une nouvelle instance. Et en fait, si l'application est longue à démarrer, eh ben, ça va poser un souci, puisque au démarrage de l'instance, si ça met par exemple 30 secondes, et que dans l'orchestrateur, c'est mis qu'au bout de 20 secondes, si une instance ne répond pas, on la coupe, bah, du coup on tombe dans une boucle où à chaque fois il essaie de redémarrer, ça démarre pas assez vite, donc il n'y a pas de health check, etc. Donc il recoupe l'instance, il en démarre une autre, etc. etc. Puis en attendant, bah, nos utilisateurs, ils attendent la réponse indéfiniment. Donc ça, c'est le genre de choses où en fait, on le voit aussi par exemple avec tous les mécanismes qu'on a avec Spring, où on va faire du class path scanning, et puis c'est génial, on va faire class path scanning, vas-y, fais tout, débrouille-toi, je te donne une interface, trouve une classe d'implémentation, et puis il va scanner ça à chaque fois pour toutes les interfaces. Donc forcément, ça prend du temps. Et donc l'idée, c'est de voir que bah, si on veut, par exemple en Java, améliorer son temps de chargement, il ne faut pas hésiter, quand on fait de l'injection de dépendance, à indiquer bah, telle interface, c'est vraiment ça l'implémentation pour la prod. Donc ça, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est la notion de crash design. Donc là, on a pas mal de choses, par exemple, autour de Netflix, avec leur Monkey, leur KO Monkey, qu'ils ont notamment réécrit en Go là, depuis octobre. C'est assez intéressant de voir ce genre de choses. Après, il y a des langages qui marchent très bien pour ça. Typiquement, bah, le langage Go marche très bien, puisqu'en fait, ça démarre très rapidement. Node.js aussi, ça démarre finalement très rapidement aussi. C'est là où Java est peut-être un moins bon langage, parce qu'il faut avoir la JVM, la JRE qui soit up. Si en plus on a un Tomcat par-dessus, il faut qu'il soit up. Après, on ajoute notre war. Après, il y a le class path scanning. Et enfin, on peut faire une requête HTTP. C'est peut-être un peu long. Et du coup, juste pour finir sur le graceful shutdown, ne pas hésiter en fait à tester ces programmes en les killant, en faisant un seek term, voire un seek kill pour voir comment ça réagit là-dessus. Dev prod parity, là aussi c'est un autre 12 factor intéressant, c'est de se dire essayer d'avoir les mêmes outils entre la dev et la prod. Alors ça c'est quelque chose de très classique, oui on veut le faire, on est dans une mouvance DevOps. Et puis finalement, voilà, nous côté dev on aime bien automatiser les choses, donc on a de la CI,
Voilà, on va jusqu'à même déployer en recette. Voilà, dès qu'on commit, dès qu'on finit notre pull request, on clique sur merge, paf, ça compile, ça teste, ça déploie, c'est parfait. Et puis en fait, pour la prod, bah, on rédige encore des docs d'install et puis on envoie des trucs par email. C'est un peu dommage, donc ça c'est le genre de choses qu'on a encore chez des clients. Donc l'idée c'est de voir comment on peut vraiment utiliser les mêmes outils pour tout le monde. Les gens qui écrivent du code et qui déploient sont les mêmes. C'est une notion qui est assez intéressante chez Spotify, où en fait ils ont une ops squad qui sont juste chargés d'aider les équipes de dev à déployer. Donc ils leur indiquent les bonnes pratiques pour déployer, comment ils peuvent faire, mais par contre ils sont juste là pour être facilitateurs. Et du coup c'est vraiment les équipes de dev qui déploient jusqu'à la prod. L'idée aussi c'est de se dire que dans cette démarche-là, les temps de déploiement, on essaie de les compter plutôt en heures et pas en semaines. Donc on fait des releases très très régulières et pas 3 releases par an, ce genre de choses. L'avant-dernier, la notion de log. Donc là, c'est pareil aussi, c'est quelque chose de très intéressant, je trouve, qu'on rencontre souvent, c'est que le développeur se dit, bon, je vais faire ça bien, je vais faire mon bon pattern de log, je vais faire une petite rotation de log, comme ça les ops ils seront super contents. Et puis au final, côté ops, ils utilisent Splunk et ils ont un autre format de log qui n'est pas du tout le nôtre. Et donc en fait, bah, on a passé du temps, on a joué un petit peu là-dessus, puis en fait, eux, tout ce qu'ils voulaient, c'est qu'on crache sur la sortie standard. Donc là, c'est un peu un fail aussi. Donc l'idée, c'est de se dire que nous, côté développeur, quand on développe, en fait, on est là pour cracher des logs. Alors, ils peuvent, côté Ops, nous donner le bon format de log directement, il n'y a pas de souci. Mais l'idée, c'est de se dire que le système de gestion de log est externe à notre application. Ce n'est pas à nous de gérer la façon dont on log. Donc, la bonne pratique, finalement, c'est juste d'écrire sur stdout et la sortie standard d'erreur aussi. En bonus, c'est quand on est dans une notion de microservice, c'est pas hésiter en fait à essayer d'implémenter dès le début la notion de correlation ID, où en fait quand on a plein de microservices qui sont appelés, d'avoir quand même un suivi avec un ID propre qui correspond à la première requête utilisateur par exemple qui est arrivée, et ça appelle 3 serveurs derrière, bah, je passe l'ID à tous ces serveurs là, comme ça quand je rechercherai mes logs, bah, en fait avec un ID je vais tracer un peu partout ce qui va se passer. Donc ça c'est un point assez intéressant, c'est la notion de correlation ID qu'on a par rapport à ça. Et l'idée des logs aussi, c'est de se dire, bah, voilà, nous on stocke peut-être ça sur fichier, mais peut-être qu'au final c'est envoyé avec un fichier, un terminal, un log management tool, un Hadoop, parce que côté Ops, ils refont des requêtes, ils sortent des stats métiers, enfin voilà, ils peuvent faire plein de choses, donc l'idée c'est pas de trop s'embêter avec ça. Donc les logs, c'est pas à nous de les gérer. Nous, on est là juste pour loguer, mais le système de gestion de logs, c'est pas à nous de le gérer. Dernier point intéressant, la notion d'admin process. Alors j'ai mis une poubelle pour pas dire que les admins vont à la poubelle, et pour dire qu'en fait c'est des process qui sont mis à la poubelle une fois que c'est terminé. Donc c'est vraiment des choses qui sont faites une fois. Donc là j'ai un exemple client assez marrant, c'est du coup ils implémentaient un cron qui était fait en fait avec une librairie Java qui s'appelle Quartz. Donc du coup ça tourne en JVM, ça détecte qu'on est telle heure à tel moment, et du coup ça fait quelque chose. Et l'idée, c'était de se dire, bah, tous les matins à 7h, j'ai envoyé des emails pour mettre à jour les news de mes clients. Donc, il y avait, je sais pas, entre peut-être 5000 emails qui étaient envoyés tous les matins. Et puis un jour, parce que l'application web tournait aussi sur le même élément, ils se sont dit, bah, voilà, il va falloir qu'on scale côté web, donc on va créer 2 instances. Et qu'est-ce qui s'est passé le lendemain matin? Évidemment, bah, il y a eu 2 emails envoyés à chacun des clients. Et là, du coup, bah, les clients n'étaient pas contents, etc. Là, l'idée, c'est de se dire quoi? Bah, finalement, en fait, on aurait pu utiliser une cron tab qui appelle notre système. Et en fait, notre système, que ce soit une instance ou 10 instances, il fallait qu'une s'occupe de faire ce traitement-là. Okay, et après, c'est fini. De la même manière, si on veut faire par exemple une migration de base de données ou transférer de la donnée dans une autre colonne pour rajouter des infos ou transférer, je sais pas moi, changer une unité, bah, ce genre de process, il ne faut pas que tout le monde le fasse au même moment. Okay, donc l'idée, c'est d'avoir des process d'admin où en fait, on les envoie à une des instances qui s'en occupe, mais par contre en fait le déclencheur est externe à notre application. Donc ne pas hésiter à utiliser des cron tabs qui appellent juste en HTTP, voilà, avec un token précis pour la sécurité, mais qui appellent notre système à un instant T en HTTP, et c'est tout. Un point important là-dessus, c'est que le code par exemple qui fait l'envoi de l'email ou le transfert d'une colonne en une autre avec la petite modif de données, l'idée c'est vraiment que ça soit shippé avec le code de notre application. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'idée c'est vraiment dans une démarche où dans notre code base, on a à la fois les infos pour déployer, pour faire ce genre de choses, mais on a aussi les infos qui servent à faire justement le transfert ou la migration ou voilà, tous les traitements qui sont admin. Pourquoi ça? Parce que l'idée c'est que ça ne soit pas par exemple un process d'admin qui tourne
qui a été développé comme ça à l'arrache en JRE8, alors qu'en fait, nous, notre programme, c'est JRE7. Voilà, on peut tomber sur ce genre de problématique. Donc l'idée, là, c'est vraiment de se dire que le code admin, c'est aussi du code, donc ça doit être dans notre application, ça doit être potentiellement avec des revues de notre équipe. Voilà pour les 12 factors. Donc on en a vu 12. L'idée, c'est de voir différents patterns aussi que je trouve très intéressants avec la notion de cloud. Le premier, c'est le circuit breaker, qui est vraiment très propulsé par Netflix et notamment leur produit Hystrix. Je l'ai mis en VIP, Very Important Pattern. L'idée, c'est de voir qui connaît le principe du circuit breaker. Ok. L'idée, c'est juste d'avoir un fusible au niveau de nos appels HTTP. Un fusible dans le sens où si j'appelle moi je suis un premier serveur, j'appelle un autre serveur. Si le serveur ne répond pas, au lieu de lui renvoyer toutes les requêtes et attendre un timeout, moi j'ai considéré que vu que j'ai eu plein d'erreurs dans ce laps de temps-là, je vais arrêter de l'appeler, comme un fusible. Et donc du coup, ce qui est intéressant, c'est que si le client m'appelle moi et moi j'appelais l'autre serveur, en fait, à chaque fois, le client, pour avoir un retour d'erreur, il attendait que j'ai le timeout du second serveur. Ce qui est dommage, parce qu'en fait, on sait en plus qu'il risque d'avoir une erreur. Ça fait déjà 1 minute que j'ai 1000 erreurs. Bon, l'idée du circuit breaker, c'est de se dire, je vais lui renvoyer une erreur au client. Sauf que l'erreur, il n'a pas attendu le timeout, il l'a directement. Alors certes, ça ne marche pas, mais au moins, il sait que ça ne marche pas rapidement. L'autre idée aussi, c'est de en fait, laisser le second serveur et de ne pas l'appeler pour que potentiellement il reprenne vie. Il est peut-être en train de démarrer, il est peut-être en train d'avoir des problèmes d'IO, et puis il y a peut-être un ops qui est en train de changer le disque ou de... je ne sais pas faire quoi. Mais l'idée, c'est de se dire, je vais lui laisser un petit peu de temps pour reprendre son souffle et checker peut-être 1 minute après. Ah, au fait, je peux te rappeler. Puis je regarde si ça marche. Et si du coup il me répond OK, ça y est, je recommence à l'appeler comme avant. Donc c'est vraiment ça l'idée du pattern. Ça remplace un peu la notion du pattern de retry back-off logique où en fait avant c'était j'appelle mon serveur une fois, il m'a envoyé une erreur ou j'ai pas de réponse, je l'appelle au lieu de l'appeler, je vais réessayer dans 2 secondes, après je vais réessayer dans 4 secondes, après je vais réessayer dans 30 secondes, 1 minute, ce genre de choses. L'autre notion, c'est la notion de cache. L'idée en fait c'est de se dire en fait qu'on a 5 levels de cache. Le premier niveau, c'est en fait du cache côté client. On imagine un local storage ou ce genre de choses côté Chrome ou n'importe où sur son API Android. L'autre notion intéressante, c'est du cache HTTP évidemment. Au lieu d'aller requêter notre serveur, Chrome est très fort pour faire du cache HTTP avec notion d'ITAG ou autre. On renvoie une 304, tout va bien. L'autre notion, c'est la notion de cache mémoire. De cache mémoire au niveau d'une instance. Donc au niveau d'une instance, même si tout à l'heure j'ai dit que c'était pas forcément bien, mais potentiellement pour un calcul, moi en tant qu'instance, j'aimerais bien garder le résultat de ce calcul-là, parce que si on me rappelle directement après derrière, je l'aurai directement. On peut quand même faire du cache, c'est juste qu'il n'est pas distribué. Donc je peux faire quand même, je sais pas moi, une hashmap en Java, en mémoire, ça marche quand même si j'ai des meilleures perfs. Après il y a l'autre notion d'avoir du cache distribué. Donc là on est plutôt sur des styles avec du même cache ou du Redis, ce genre de choses, avec des fonctions d'expiration. À ce niveau-là. Et puis le dernier niveau de cache qu'on pourrait avoir, c'est appeler notre base de données, notre data store. Tant qu'on parle de cache aussi, l'idée c'est de ne pas hésiter en fait quand on est en HTTP à bien gzip, à faire du HTTPS, à faire du HTTP2. Donc ça c'est des choses assez classiques, mais faites-le. Et puis l'autre notion, c'est aussi d'avoir des notions de stateless calls. Donc on imagine une page, une home, comme un je sais pas moi, n'importe quelle page où on se connecte, on a un profil en haut à droite. L'idée c'est que dans l'appel HTTP pour récupérer la home, en fait, on n'a pas directement toutes les infos qui nous sont envoyées. On renvoie d'abord une home qui est stateless, qui n'est pas liée au user, et par contre on va faire un autre appel pour récupérer les infos du user. Alors certes, ça fait 2 appels au lieu d'1. Par contre, il y en a un qu'on peut cacher à fond partout sur nos CDN ou n'importe où, alors que requêter l'image de l'utilisateur dans son profil en haut à droite, il n'y a que lui que ça va intéresser, et ce truc-là, on ne le mettra pas en cache. Dernier point aussi, c'est l'exemple client, j'ai pas mis de fail, mais souvent qui indique ouais, j'ai des problèmes de perf. Alors c'est un peu moins vrai maintenant, mais il y a 2-3 ans, on le voyait très fréquemment. J'ai des problèmes de perf, donc je suis avec une stack du JAX-RS en Java et puis du Hibernate et du Spring. Et du coup, faut que j'optimise mon Hibernate pour essayer d'ajouter du cache à Hibernate parce que c'est vraiment ça. Je pense que j'ai une solution là-dessus. Et la réponse, moi, par rapport à ça, c'est essayer toujours de se dire que le cache, plus il sera haut niveau, meilleur on aura des perfs. Donc l'idée, c'est de se dire, est-ce que finalement, au lieu de faire un cache au niveau Hibernate, je pourrais pas faire du cache au niveau HTTP, aller au plus haut possible dans nos couches
Parce que même si je fais du cache HTTP, je vais passer par ma couche présentation, ma couche service, ma couche DAO, et puis il va faire « Ah, bah, je l'ai, ton bin. Voilà, Hibernate va me dire bah, « J'ai pas besoin de requêter la base de données. » Mais en fait, ce qui serait génial, c'est que directement en HTTP, ils me disent « J'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. » C'est not modified, par exemple. Et la notion d'asynchronisme, ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. On le voit notamment avec Node. Tout le mécanisme d'asynchrone, d'event loop, c'est des choses assez intéressantes. L'autre notion aussi, c'est de voir par exemple tout ce qui est mécanisme CQRS, où sans forcément rentrer dans le détail, mais pour faire simple, c'est de se dire que potentiellement je peux avoir une base de lecture qui est différente de ma base d'écriture. Donc par exemple, la base d'écriture, je vais rester sur ma base MS SQL classique que j'ai dans l'entreprise depuis 5 ans. Par contre, pour des besoins de perf côté front et pour pouvoir faire plus de choses, je vais peut-être recopier, trifouiller les données et les préparer dans un Elasticsearch ou dans un Mongo ou autre chose, de plus exotique et peut-être plus performant pour certains aspects. Comme ça, moi, côté client, la majorité de mes appels, j'aurai des réponses très rapides, déjà très préformatées en JSON, il n'y a pas de désérialisation, j'ai directement la donnée brute, donc c'est cool, c'est très rapide. Et par contre, quand j'écris, j'ai un mécanisme pour automatiquement mettre à jour mes différents documents dans la base de lecture. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant, surtout qu'en fait, dans les systèmes d'information, on voit que 80 à 90% du temps, on fait de la lecture. Il y a beaucoup de SI en fait en termes d'écriture, c'est assez ridicule, ou c'est la nuit, ce genre de choses. Donc l'idée, c'est de profiter de ce genre de système pour vraiment avoir des perfs en termes de lecture. Alors, les bénéfices par rapport à tout ça. Évidemment, on voit notamment les Netflix, ce genre de choses, c'est d'avoir du zero downtime deployment, donc vraiment se dire que ma nouvelle version ou ma nouvelle mouture, ce genre de choses, je peux l'avoir quasi en prod, même si c'est pas ouvert à tout public, mais je l'ai en prod. Et ça tourne comme si c'était en prod. Donc il y a moins de stress en fait à mettre en production. L'idée même si on fait du continuous delivery, c'est d'avoir toujours une version qui est disponible en prod, la version +1. Elle n'est pas visible de tout le monde, mais du coup je peux la partager peut-être à certains bêta users ou ce genre de choses. La notion de traffic splitting aussi est intéressante, c'est de se dire je vais tester mon application justement avec une sous-population d'utilisateurs, donc je vais prendre 10% d'utilisateurs et je vais rediriger ces requêtes-là sur ma nouvelle version, ma version +1, pour voir comment ça se comporte, et au fur et à mesure, je vais augmenter, je vais passer de 10 à 30%, de 30 à 70, et puis à la fin, tout le monde est dessus. Je mettrai peut-être à la poubelle la version N que j'avais. Donc ça, c'est des choses très intéressantes là-dessus. Il y a juste un petit truc intéressant aussi, c'est de ne pas hésiter à utiliser des services comme statusservice.io, genre de choses qui donnent des statuts, et évidemment de ne pas essayer d'héberger un mécanisme qui donne son statut sur son application, parce que forcément, si elle est down, on n'a plus aucune nouvelle de son statut. Utiliser le bon outil, donc ça c'est aussi quelque chose d'intéressant qu'on a avec le cloud, c'est de pouvoir tester des choses. Donc on a vu avec Docker, on peut tester plein de langages et on essaie de se faire confiance entre dev et ops pour dire telle requête HTTP, si je réponds de la bonne manière, peut-être que je m'en fiche de faire du Python, du Node ou du Java. Mais là l'idée aussi c'est de te dire que je peux tester des choses. Tout à l'heure j'ai parlé d'un Elasticsearch, on pourrait s'amuser à instancier un Elasticsearch en 2 clics en fait avec n'importe quel cloud provider. Donc l'idée en fait c'est de se dire qu'on va vraiment se concentrer sur le code qu'on produit et pas forcément sur la façon dont on déploie, sur la plateforme, et essayer d'enlever cette frustration-là que si on veut jouer et qu'on pense qu'il y a des bonnes perfs avec tel outil, on l'essaye, on vérifie que ça marche. Après, par rapport à ça, forcément, on peut avoir son code ou son application qui est peut-être un peu loqué avec un provider cloud. Typiquement, si on utilise du DynamoDB chez Amazon ou du BigQuery chez Google, on sera peut-être un peu lié à Google ou Amazon. Par contre, si ça marche bien et qu'on l'a rapidement en prod, peut-être que c'est quand même cool. Et qu'au final, si on n'a pas perdu du temps à essayer de s'instancier sa base MySQL et faire plein de choses qui sont lentes, etc., peut-être que ce temps-là, si un jour je veux quitter BigQuery, je passerai du temps pour partir sur autre chose, parce qu'il y aura encore une nouvelle base de données encore plus incroyable faite par OVH ou je sais pas qui. Donc voilà, je passerai du temps à ce moment-là, mais en attendant, du coup, j'ai du code qui tourne en prod et ça marche bien. L'autre idée aussi par rapport à ça, c'était le TerraSort Record de Google en 2012. Ils avaient battu en fait le précédent Recordman. Enfin non, ils l'ont pas battu puisqu'en fait ils ont fait 54 secondes versus 52 secondes. En gros, c'est trier un téra de données. Et en fait, le précédent, celui qui avait le record en 2012, donc je crois que c'était Cloudera, en fait ils avaient mis 9 mois de préparation pour avoir 1400 serveurs sur le cluster Hadoop et pour pouvoir trier ça en quelques secondes, donc en 54 secondes ou 52 secondes. Et en fait Google, ils n'ont pas battu le record, ils ont mis 54 secondes. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont instancié 1100 serveurs en 2 minutes.
Donc il y a 9 mois de travail avec plusieurs ingénieurs, avec un data center et tout, versus 2 minutes, j'ai instancié 1100 serveurs. Ils n'ont pas battu le record, mais au final, ça montre l'économie et l'intérêt en fait, d'avoir un produit qui est rapidement disponible sur le cloud. Évidemment, il y a toutes les notions de voilà, on paye pour ce qu'on utilise. Je ne vais pas forcément revenir dessus, mais ce qui est intéressant d'un point de vue développeur, c'est de se dire que finalement, si on part sur cette logique cloud, ce que je vais pouvoir dire à mes chefs ou à mon client, c'est de dire qu'il faut que j'optimise le code. Et il va me dire, ouais, mais pourquoi? Qu'est-ce que je vais gagner? Et puis là, il y a toujours le truc de dire, oui, mais le code sera plus joli, et puis il ne comprend pas, on essaie de vendre du refactoring, il ne comprend pas. Là, l'idée, c'est de se dire maintenant aussi que si j'optimise mon code, potentiellement, toi, client, tu payeras moins sur le cloud. Okay, ça va te coûter moins cher. Et là, de suite, peut-être que je veux bien que tu regardes pour optimiser le code. C'est déjà plus intéressant. L'autre notion aussi, c'est que ce n'est pas des notions d'amortissement. Là, on est sur juste de la dépense. Okay, donc c'est vrai que dans certaines DSI, on part sur des plans informatiques de 10 ans, on a acheté des data centers, on a pris une licence Oracle pour 5 ans. Donc du coup, on l'utilise à gogo parce qu'il faut rentabiliser. C'est de l'amortissement. L'idée, c'est de se dire, c'est juste de la dépense, donc c'est pas grave. Le dernier exemple, c'est par exemple de dire aussi que l'idée du cloud, c'est de se concentrer sur son business. Donc Netflix, par exemple, gagne beaucoup de sous, et pour autant, il reste chez Amazon et il donne une grosse facture salée à Amazon tout le temps. Mais l'idée, c'est de se dire que eux, ils préfèrent dépenser de l'argent pour créer du contenu style un House of Cards que essayer de créer leur data center et pas savoir ce qui va se passer. Okay, on va dire aujourd'hui, les startups, il y a tellement de pics de charge, le produit, est-ce qu'il va marcher, est-ce qu'il va mourir? L'idée, en fait, avec cette courbe-là, c'est que si mon produit meurt, je vais payer moins cher aussi. Et si mon produit explose, je vais payer peut-être cher, mais c'est la rançon du succès et c'est à moi d'avoir un business model pour pouvoir donner de l'argent à Amazon ou à Google. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, en fait, quand j'ai besoin de faire quelque chose, je vais avoir de la donnée, des logs, et je vais créer mon application. Et au final, je vais avoir un runtime par rapport à ça. Donc on imagine un front-end classique. Mais en fait, ce que je veux finalement maintenant de plus en plus, c'est pas avoir une application, c'est avoir un back et une API. Pour rappel, Twitter génère plus d'appels via ses API qu'avec vraiment l'application. Donc l'idée, c'est d'être un peu API first, ça fait un peu mot-clé, mais l'idée vraiment, c'est de se dire, je vais plutôt exposer des API. Mais finalement, en fait, c'est pas vraiment ça que je veux, quoi. Moi, ce que j'aimerais, en fait, c'est avoir un runtime managé. Ok, je veux pas me soucier de savoir comment tourne mon code, je veux qu'il tourne. Je veux que mon application elle tourne et je veux que mon API soit disponible. Mais en fait, en soi, savoir comment fonctionne le Tomcat ou la VM en dessous, moi, je m'en fiche. Mais l'idée aussi, c'est de se dire, finalement, les données et les logs, c'est pareil. On pourrait utiliser des systèmes managés pour gérer ça. Donc, on peut utiliser des APM, on peut utiliser des serveurs de base de données managés un peu n'importe où. L'idée, c'est de se dire, je veux pas en fait avoir géré la donnée moi-même. Je suis juste utilisateur, je veux créer mon application, je veux qu'elle soit up. Après, je paye pour ça, c'est un service, mais du coup, j'ai rien de spécial à faire. Et puis finalement, en fait, c'est pas tout à fait ça que je veux, parce que au-dessus de mon API, je veux aussi pas mal de choses. Je veux pouvoir faire en sorte qu'elle soit protégée. Protégée en termes de quotas, qu'elle soit déployée avec du CDN, voilà, qu'elle soit protégée vis-à-vis du DDoS, ce genre de choses. Donc voilà, finalement, en fait, c'est pas juste une API, c'est que je vais avoir une couche supplémentaire par-dessus qui est un service manager qui va gérer mon API. Et puis finalement, en fait, voilà, on veut faire un peu du microservice, donc c'est pas un gros back, mais c'est différents back-ends. Donc déjà, on voit qu'on a plusieurs versions de différents produits qui tournent derrière et qui exposent via mon API. Donc voilà, l'idée c'était de montrer un petit peu, de faire un petit tour par rapport au cloud pattern, sachant qu'aujourd'hui, en fait, on a vraiment différents niveaux disponibles. Le moins intéressant, c'est peut-être le IaaS, mais c'est peut-être souvent le cloud le plus facile à proposer dans son entreprise, sachant que les autres niveaux sont beaucoup plus intéressants, puisque dès qu'on atteint le niveau de container as a service ou plateforme as a service, on est dans les mécanismes où voilà, on n'a vraiment plus du tout la notion de VM, c'est complètement managé. Donc c'est des choses assez intéressantes et qu'il faut essayer de pousser au maximum. Ce qu'on voit aussi, c'est que de plus en plus d'entreprises commencent à faire le pas pour avoir le code ou le runtime qui du coup marche sur le cloud, mais qui préfèrent avoir leur data aussi qui reste dans le cloud. Et ce qu'ils expliquent de plus en plus, c'est que les sociétés qui veulent être prospères, enfin c'est ce que vendent Google et Amazon, doivent absolument à terme mettre leur data aussi chez eux, puisqu'ils ont tous des mécanismes de machine learning ou de base pseudo-SQL qui scale à l'infini, et que ça, en fait, vous l'aurez jamais dans votre entreprise. Donc ils essayent de vendre vraiment là-dessus pour se dire que mettre le code chez un Google ou Amazon, c'est intéressant, mais le mieux encore, ce serait de mettre de la data pour pouvoir profiter de tous les outils de machine learning qui sont en train de pousser et du coup trouver des nouveaux moyens, des nouveaux business, des nouvelles corrélations. Voilà, maintenant c'est à vous de jouer. Et si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre. Merci.
Des questions? Il y a une question là-bas. Non, c'est bon? Ok. Bon, bah merci. Ah. Oui. Est-ce qu'il y a des sociétés qui... Ouais, donc ma question, c'est par rapport à la dernière phrase sur la mise dans le cloud des données des entreprises. Est-ce qu'il y a de la valeur dans l'entreprise? Est-ce qu'il y a des sociétés qui le font vraiment? De mettre des données? Parce que du code, pourquoi pas, mais des données... Ouais. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'au départ, il y a deux réticences pour aller dans le cloud. Le premier, justement, comme je disais, au niveau du code, c'est de se dire, bah, en fait, mon code, j'ai un algo de malade et je veux pas le partager à Google parce que c'est une mine d'or, mon algorithme. Et au final, bah, ça existe de moins en moins. Enfin, c'est juste pour créer des applications de SI classiques. Il n'y a pas vraiment de mine d'or, il n'y a rien de spécial. Donc, faut pas hésiter à mettre ça dans le cloud. C'est pareil aussi, il y a pas mal de choses qui existent comme, je sais pas moi, des choses qui sont plus ou moins publiques, comme, je sais pas, une loi de finances de cette année. Et nous, on implémente un algo qui le fait. Bah, au final, notre algo, il est quasi public, puisqu'en fait, on fait juste qu'implémenter la loi de finances qui, elle, est publique. Donc là-dessus, il ne faut pas hésiter à le mettre dans le cloud. Après, sur les données, évidemment, la grosse réticence, c'est de se dire bah, à quel moment je considère que c'est des données privées et des données sensibles pour l'entreprise. Voilà, après, l'idée, c'est de se dire aussi, bah, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'anonymiser aussi une partie des données ou peut-être gérer en fait, des pics de charge ou certaines fonctionnalités dans le cloud. Je ne dis pas forcément qu'il faut tout mettre, mais souvent, par exemple, si c'est des comptes rendus d'activité qui sont faits tous les mois et j'ai 5000 personnes qui se connectent entre le 30 et le 31, pourquoi l'héberger chez moi et avoir 3 serveurs qui tournent tout le mois alors qu'en fait, c'est de la donnée avec juste tel jour, tel moment, telle info, et il n'y a peut-être rien de sensible par rapport à ça. Donc l'idée, c'est juste de réfléchir par rapport à ça. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui font le pas, mais voilà, elles y vont petit à petit, quoi. C'est à part des startups qui elles prennent le choix vraiment de se dire, bah de toute façon, moi je vais être full cloud et je m'en fiche. Les sociétés existantes quand même sont toujours assez réticentes à partir sur le cloud. Ça reste vrai. Merci.